Bonjour, soyez les bienvenus à cet atelier et cette séance sur l'entrepreneuriat numérique et le potentiel d'innovation en Afrique. Je m'appelle Asma Banouri, je suis responsable du déploiement des centres numériques d'Orange dans la région Moyen-Orient et Afrique, chez Orange Moyen-Orient et Afrique. Et je suis ravie d'être votre animatrice pour la séance d'aujourd'hui, un espace où nous discuterons de l'investissement et des compétences numériques pour déployer le potentiel d'entrepreneuriat et d'innovation numérique de l'Afrique. Tout d'abord, nos panélistes, Agnesa Skuratovic, qui est à la tête de l'unité éducation, jeunesse et culture à la DG INTPA à la Commission européenne. Nous avons aussi Asma Enaifer, responsable de la communication et directeur du centre Orange Moyen-Orient-Afrique. Nous avons aussi Michael Niyete-Geka, directeur du programme Refactory. Professeur Hank Gérard Sol, professeur de business, ingénierie et technologie de l'information et de la communication à l'Université de Groningen. Et enfin, nous avons le coordinateur mondial de la campagne mondiale pour l'éducation. Merci à tous d'être parmi nous. Et avant de commencer, je tiens à préciser que notre séance se déroulera en anglais et en français et qu'il y a une interprétation simultanée dans les deux langues. J'aimerais inviter notre public à poser ses questions dans la boîte de discussion au fur et à mesure de la conversation pour que nous puissions les poser aux panélistes. Je vais maintenant donner la parole à Asma Naifel pour une introduction sur les défis de l'entrepreneuriat numérique pour la jeunesse africaine. Bonjour, mesdames et messieurs, chers tous. Je suis Asma Enaifer, directrice RSE, communication et Orange Digital Center chez Orange Middle East and Africa. Je souhaiterais tout d'abord remercier le D4D Hub pour l'organisation de cet événement qui nous donne l'opportunité d'échanger autour d'un sujet crucial, celui des compétences digitales comme vecteur essentiel de l'innovation et de l'entrepreneuriat numérique en Afrique. Comme vous le savez, l'inclusion numérique est l'un des plus grands défis de notre monde. Aujourd'hui, je suis ici pour partager les engagements d'Orange sur cette question et montrer comment les partenariats publics-privés peuvent être des outils très efficaces dans la transformation numérique de notre économie et de notre société. L'enjeu de la formation au numérique est sans doute le défi le plus stratégique pour l'Afrique, puisqu'un Africain sur deux a moins de 20 ans. Et d'ici 2030, 230 millions d'emplois en Afrique subsaharienne requerront des compétences numériques. En parallèle, le taux de chômage des jeunes est globalement élevé sur l'ensemble du continent africain. Le constat est donc clair. À l'heure de la rapide numérisation de l'économie africaine, l'entrepreneuriat numérique représente une réelle opportunité pour une jeunesse en quête d'opportunités économiques, mais également un défi au vu des besoins considérables du marché qui devront être pourvus. Orange est un opérateur privé de télécommunications avec une puissante raison d'être qui est, en tant que partenaire de confiance, Orange donne à chacun et chacune les clés d'un monde numérique responsable. Nous avons mis en place une stratégie RSE pour renforcer les compétences numériques pour l'autonomisation des jeunes, des femmes et des enfants dans les zones rurales et urbaines et pour démocratiser l'accès à l'Internet par des offres inclusives et des smartphones accessibles. Par exemple, en Afrique, nous avons développé Sansa, le smartphone le moins cher du marché, lancé en 2019. Chez Orange, nous travaillons au développement des technologies émergentes et disruptives, telles que l'intelligence artificielle, la cybersécurité, le blockchain, etc., à travers nos 100 laboratoires de recherche et de développement de par le monde. Nous nous appuyons sur l'expertise des Orange Labs pour offrir le dernier né de ces technologies aux bénéficiaires des Orange Digital Center, l'une de nos réalisations phares dans le domaine de l'inclusion numérique. Avec notre projet Orange Digital Center, nous entendons pleinement relever ce défi en formant les jeunes au numérique afin de renforcer leur employabilité, booster l'entrepreneuriat
et soutenir les startups innovantes du continent. J'aurai l'occasion de présenter plus en détail cette initiative et sa contribution à l'entrepreneuriat numérique en Afrique lors de la phase suivante de notre session. Merci. Merci Asma. Maintenant que nous avons examiné les défis, poursuivons avec d'autres solutions pratiques qui ont été élaborées pour doter la jeunesse africaine de compétences numériques et l'aider à réaliser son plein potentiel d'innovation. Nous avons avec nous Michael Nayatejeka qui va nous parler de Refactoring. Merci, c'est un grand plaisir de participer à cette conversation cet après-midi où nous avons la possibilité de revenir sur l'aspect pratique de l'amélioration des compétences numériques. Refactory a commencé comme un programme spécifiquement destiné à combler le manque de talent, ce qui est un défi auquel nous sommes confrontés dans l'industrie. En fait, il y a un fossé entre les personnes qui finissent leurs études universitaires et celles qui sont nécessaires pour l'industrie. Et comme l'écosystème technologique se développe, il est devenu apparent que nous devions faire quelque chose. Nous avons décidé de travailler avec des partenaires de l'industrie pour concevoir un programme unique qui répondrait aux besoins du marché. Au cours des 3 dernières années, nous avons formé des personnes, principalement en génie logiciel. Pourquoi? Eh bien parce que nous pensons qu'il y a beaucoup de chances sur le marché et qu'il faut exploiter cela. Nous avons formé 300 personnes au cours des 3 dernières années et ces 300 personnes ont trouvé, enfin 80-90% d'entre elles ont trouvé un emploi au cours des derniers 6 mois. Et en général, il faut entre 1 an et 1 an et demi pour qu'un diplômé puisse obtenir un poste d'ingénieur et qu'il puisse devenir productif au sein de l'industrie. Ce que nous avons vu comme retour de l'industrie, c'est que les personnes qui embauchent nos diplômés, eux, n'ont besoin que de 6 mois pour être productifs. Donc, ce que nous avons réussi à faire, c'est de réduire le temps nécessaire pour ces nouveaux diplômés à devenir productifs et vraiment à être efficaces en entreprise. Et enfin, nous commençons à mettre en place davantage de programmes qui répondent à ce qui est nécessaire en matière de compétences techniques supérieures. Nous allons commencer avec les sciences des données, le blockchain, l'ingénierie, DevOps. Pourquoi? Parce que c'est ce qui est nécessaire aujourd'hui. Et bien sûr, on pourra revenir là-dessus un petit peu plus tard, mais c'est ce type de projet que nous mettons en place et je serais ravie de pouvoir collaborer avec d'autres. Merci beaucoup, Michael, pour cette contribution. C'est intéressant d'entendre des manières concrètes dont le programme Refactoring aide à développer des compétences en développement logiciel et en employabilité. Je cède la parole maintenant à Asma Naifel pour nous présenter une autre grande initiative en Afrique et Moyen-Orient, le programme Orange Digital Center. Merci Asma. En effet, comme nous l'avons indiqué tout à l'heure, le numérique est un accélérateur essentiel au développement des pays africains. Chez Orange, l'inclusion numérique des populations africaines est l'un de nos plus grands défis. Notre objectif principal est de réduire l'infrastructure numérique et de démocratiser l'accès au numérique pour les jeunes, les femmes, ainsi que les personnes en zone rurale. C'est dans ce sens que nous avons développé le programme Orange Digital Center, l'un des principaux piliers de l'inclusion numérique dans la stratégie Engage 2025 du groupe Orange. Il est intéressant de noter qu'Orange Digital Center est avant tout un projet africain, puisqu'il a vu le jour en Tunisie et il a été déployé sur l'ensemble des 18 pays d'Afrique et de Moyen-Orient dans lesquels Orange est présent. Il s'exporte actuellement du continent africain vers le continent européen en raison de son succès. Alors, c'est quoi l'Orange Digital Center? L'Orange Digital Center est un écosystème innovant qui va de la formation, coaching sur les soft skills et hard skills, jusqu'à l'accompagnement, l'accélération et l'investissement dans les startups.
Donc, c'est franchement un programme qui est complet de bout en bout, où on va de la formation, en passant par l'incubation, jusqu'à l'accélération des startups et l'investissement dans ces dernières. Donc, il réunit 4 programmes stratégiques de personnes ayant différents niveaux de compétences numériques, en leur permettant de travailler sur des projets réels et à impact social. Donc, au niveau de l'Orange Digital Center, qu'est-ce qu'on trouve? On trouve une école du code pour la partie software, un Fab Lab solidaire pour la partie hardware, donc pour tout ce qui est prototypage, un accélérateur de start-up qu'on appelle Orange Fab, qui fait partie d'un réseau d'Orange Fab du groupe Orange, et un fonds d'investissement du groupe Orange qui s'appelle Orange Venture, qui investit dans les startups les plus innovantes. Donc, comme vous l'avez compris, c'est un programme complet de bout en bout. Des accords de partenariat ont également été signés avec plusieurs universités et écoles d'ingénieurs sur tout le territoire des différents pays. Pourquoi? Pour faire bénéficier le plus grand nombre d'étudiants de nos programmes. Nous sommes positionnés entre l'université, donc le système scolaire du pays, et le marché de l'emploi. Qu'est-ce qu'on fait? On forme les jeunes de façon pratique, des projets réels, pour qu'ils soient prêts au marché de l'emploi. L'objectif de ces formations, c'est de la formation technique, de la formation en mode projet réel et surtout de la formation en soft skills. Pourquoi? Parce que le marché du travail aujourd'hui a besoin de jeunes opérationnels tout de suite. Et c'est pour ça que, à la fin des formations qu'on fait au niveau des Orange Digital Center, on fait des journées de speed recruiting où Orange appelle tous ses partenaires à venir recruter ses cohortes. Donc, les apprenants bénéficient de formations gratuites. Donc, tout l'Orange Digital Center en termes de formation est totalement gratuit et ouvert à tous. Donc, à différents niveaux. Donc, il y a un niveau débutant, il y a un niveau intermédiaire, il y a un niveau avancé. Et on fait un soutien donc, pour l'emploi et pour la création de startups. Donc, le but, c'est de créer un écosystème numérique en poussant à l'entrepreneuriat dans les différents pays là où nous sommes. Donc, ces formations sont principalement dispensées par des experts, des bénévoles Orange, de l'ODC, donc, mais également à travers tout le pays. Et on adresse principalement les enfants au niveau des écoles numériques équipées de tablettes avec des contenus éducatifs et ludo-éducatifs accessibles qui ne nécessitent pas parfois de connexion Internet. Nous nous adressons aussi aux femmes, qui est un des sujets majeurs au niveau des Orange Digital Center. Pourquoi? On fait une discrimination positive en faveur des femmes parce que les jeunes filles, au niveau technologique, ne sont pas toujours prêtes à aller vers des métiers et de la formation technologique. Donc, nous avons des programmes de formation spécifiques aux jeunes filles pour les pousser à aller vers des universités et vers des formations techniques. Et enfin, les jeunes, filles ou garçons, au sein des universités et au sein des UDC clubs que nous ouvrons en région. Donc, un ODC est généralement, l'ODC principal est au niveau de la capitale et on ouvre des ODC clubs dans les universités en région pour toucher le maximum de jeunes possible. Ce qu'il faut savoir qu'au niveau des Orange Digital Center, vous trouvez des équipements de très haut niveau technologique, ce que les jeunes ne peuvent pas trouver ailleurs et ne peuvent pas accéder parce que c'est un équipement qui est très cher. Donc, Orange Digital Center, aujourd'hui, il est devenu l'une des plus belles réalisations dans le cadre de notre démarche RSE au niveau du groupe Orange pour promouvoir l'égalité numérique. Notre ambition est de déployer d'ici 2025 un Orange Digital Center dans chaque pays où nous sommes présents afin de former un réseau de 32 Orange Digital Center. Un Orange Digital Center, il fait entre 500 jusqu'à 6000 mètres carrés.
Donc, c'est des centres où les jeunes viennent, accèdent à ce centre-là totalement gratuit et ont à l'intérieur de ce centre des experts de haut niveau pour les encadrer, pour les former ou pour les aider. Un jeune peut avoir une idée, il a envie d'ouvrir sa propre start-up et on a des experts à l'intérieur de ce centre pour accompagner ces jeunes de l'idée jusqu'à l'ouverture de leur propre projet, donc dans leur propre start-up. Aujourd'hui, donc les Orange Digital Center, c'est un réseau qui est en Afrique, c'est la force du groupe Orange finalement, parce que le groupe Orange est en même temps en Afrique et en Europe et en France. Donc, les Orange Digital Center font partie, donc c'est un réseau d'Orange Digital Center en Afrique, au Moyen-Orient et en Europe. Et l'avantage, c'est que ces jeunes, ces start-upers peuvent travailler en réseau, trouver un emploi à travers ce réseau-là. Donc, surtout les startups trouver de business en Europe et les Européens ont besoin de ressources au niveau du codage. Et donc, finalement, c'est du win-win entre l'Europe et l'Afrique. Aujourd'hui, on n'a plus besoin de se déplacer. On peut coder en étant dans notre pays et coder pour l'Europe. Et inversement, les startups africaines ont besoin de marcher en Europe, ce qui facilite finalement ce win-win de travail entre les deux continents. Et ça, je pense que c'est une force importante au niveau du réseau des Orange Digital Center. Aujourd'hui, nous avons déployé 11 Orange Digital Center en Afrique en partenariat avec la coopération allemande, le GIZ, et des Orange Digital Center, d'autres Orange Digital Center seront opérationnels dans les prochains mois. Donc, sur 14 des 18 pays de la région Afrique et Moyen-Orient, nous travaillons avec la coopération allemande. Et d'ailleurs, je les remercie parce que l'aventure a commencé avec la GIZ et ils ont cru en ce projet. Ils ont investi comme Orange dans ce projet-là. Ils ont cru en la capacité de former ces jeunes Africains pour leur permettre d'avoir des emplois à haute valeur ajoutée pour qu'ils puissent, ces jeunes Africains, développer leur propre pays et donner finalement l'autonomie à leur pays grâce à ces formations au numérique. Donc, et ça, je pense que c'est très important d'avoir des partenariats publics-privés, notamment avec les gouvernements, les universités, les ONG et les partenaires technologiques. Et c'est ce que nous avons mis en place. Dans ce sens, nous avons conclu un partenariat avec Amazon Web Services pour l'ensemble des ODC. Pourquoi? Pour permettre de leur offrir aux jeunes des certifications sur le cloud aux différents jeunes avec des formations de 3 mois. Après ces formations de 3 mois, ils ont une certification et grâce à cette certification, ils ont plus la possibilité de trouver un emploi. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que nous essayons d'avoir des partenaires de haut niveau pour pouvoir permettre à ces jeunes d'avoir des certifications, d'avoir un bon niveau de formation pour leur permettre d'avoir un emploi à haute valeur ajoutée. En Jordanie, par exemple, nous avons signé un partenariat avec l'Union européenne dans le cadre de l'appel à projet Open Innovation Hub pour étendre le concept ODC à différentes régions du pays et introduire plus de femmes et de jeunes à la culture numérique et les impliquer dans des parcours certifiants. Google aussi est partenaire des Orange Summer Challenge, qui est une compétition phare dans le programme des Orange Digital Center. Pendant la période de Covid, nos ODC se sont rapidement adaptés à la situation et ont continué à proposer des formations à travers une plateforme en ligne tout en étant interactive. Donc, c'est des experts qui sont derrière leur machine, qui font les formations pratiques
ce n'est pas une plateforme pour avoir des contenus éducatifs, mais c'est plutôt des experts en face pour former les jeunes comme s'ils étaient à l'intérieur du centre. Donc, nous avons dû nous adapter rapidement par rapport à la situation de Covid et nous avons augmenté le nombre de cours en ligne. Dans ce sens, un MOU est en cours de signature avec l'Union africaine pour donner accès à la plateforme d'e-learning interactive EU Lean Platform de l'Union africaine. Le succès de la transformation digitale des pays africains dépendra de différents facteurs. Et un facteur important sera la participation et la consultation continue du secteur privé, en particulier des acteurs privés locaux qui ont une connaissance fine et opérationnelle des conditions locales, des défis et des besoins des populations. Il est également essentiel d'adresser non seulement les capitales africaines et les grandes villes, mais aussi les zones défavorisées. C'est pourquoi nous avons lancé, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, les Orange Digital 5 Club dans les universités en région. Je tiens à remercier à nouveau la coopération allemande pour son engagement dans le programme Orange Digital Center et son soutien dans la réalisation de ce projet. Ce qu'il faut savoir, c'est que un budget a été mis de l'ordre de 30 millions d'euros sur ce projet entre nous et le GIZ et le BMZ pour pouvoir toucher, et ça, c'est uniquement sur la zone Afrique-Moyen-Orient. Nous espérons continuer à concrétiser notre vision commune avec la GIZ pour une plus grande inclusion numérique dans nos pays, une réduction du chômage des jeunes, le soutien à l'innovation et la stimulation de l'entrepreneuriat. Je pense qu'aujourd'hui, c'est très important qu'on mette la main dans la main avec les différents bailleurs de fonds, les différents partenaires technologiques pour pouvoir toucher le plus de jeunes en Afrique. Comme je vous l'ai dit, aujourd'hui, il y a pratiquement 230 millions de jeunes en Afrique dans les prochaines années. Et toute cette population de jeunes a besoin d'éducation, de formation dans le numérique pour pouvoir trouver un emploi à haute valeur ajoutée. Et je pense que la jeunesse africaine a vraiment besoin de notre soutien. Nous, en tant que groupe Orange, et le fait que nous soyons présents dans ces pays nous aide à mettre en place nos Orange Digital Center, à toucher le plus de jeunes possible. Et je suis ouverte à toute personne, institution, bailleur de fonds qui peut rentrer dans cette aventure pour pouvoir toucher encore plus de jeunes, former encore plus de jeunes pour un avenir meilleur et pour tout le monde. Merci, je pense qu'on pourra relever cet énorme défi de la transition numérique et merci de votre attention. Merci Asma, merci Michael d'avoir partagé ces initiatives concrètes sur le terrain qui sont alimentées par Orange et Refactory. Je vois déjà quelques commentaires et des intérêts de la part de nos participants pour les Orange Digital Center, mais aussi Refactoring Hub. Donc, sans plus attendre, nous allons commencer avec la discussion de groupe. On va commencer avec Agnieszka et peut-être un aperçu sur l'approche de l'Union européenne en matière d'entrepreneuriat numérique, surtout sur le thème de l'inclusion. Agnieszka, en ce qui concerne le processus d'inclusion numérique et l'accès à des compétences numériques, comment faire en sorte que les femmes et les groupes plus défavorisés soient inclus dans les initiatives et les politiques de l'Union européenne? Merci beaucoup Asma et merci beaucoup pour cette question. Il s'agit d'une question clé effectivement parce que si nous voulons d'une transition numérique juste, inclusive, durable dans nos pays, tout comme Asma vient de le dire, il est très important d'avoir des outils comme les Orange Digital Center. Mais en fait, le défi est lié à la fracture numérique. Tout d'abord,
il y a une fracture numérique selon les niveaux des pays, le niveau de revenu dans les pays. Dans les pays à haut revenu, 86% des enfants en âge scolaire ont accès à Internet à la maison. Et dans les pays à revenus faibles ou moyens, c'est plutôt de 6 à 14% des enfants en âge scolaire. La fracture numérique est encore aggravée par les inégalités au sein du pays et euh, on voit que l'Internet à domicile pour les 15 à 24 ans, parmi les 20% des ménages les plus pauvres en Afrique, il est inexistant et on a aussi un fossé entre le rural et l'urbain en Afrique centrale et occidentale. 2% des enfants vivant en zone rurale ont un accès à Internet à la maison par rapport à 11% dans les zones urbaines, donc 5 fois plus dans les zones urbaines. Puis, nous avons aussi le fossé et les différences entre les sexes. Les femmes vivant dans les zones rurales ou reculées cumulent une triple discrimination numérique, sexiste et rurale, et elles sont confrontées à des barrières dans l'utilisation des technologies numériques en raison de leur caractère inabordable, et vu qu'elles ont souvent un faible niveau d'alphabétisation numérique et des normes sociales restrictives. Elles sont aussi confrontées à la violence sexiste. L'une des illustrations, c'est justement une sous-représentation dans toutes les carrières liées à la technologie et à la communication. Les hommes ont 4 fois plus de chances d'être des spécialistes dans ces technologies-là. Donc, que faire? Tout d'abord, sensibiliser à la fracture numérique, reconnaître son importance, tout en proposant des mesures de soutien à l'entrepreneuriat numérique. Le rôle de notre discussion aujourd'hui est absolument crucial et va bien au-delà des questions technologiques. Oui, nous devons investir dans l'accès équitable des services abordables et stables, ceux dans les zones rurales et urbaines, mais il faut aussi commencer à enseigner la culture numérique ou des compétences de base au moins au niveau primaire et secondaire pour que tous les jeunes apprenants soient numériquement autonomes. L'utilisation des technologies numériques pour l'apprentissage actif doit être renforcé à tous les niveaux de l'éducation et pas seulement commencer dans l'enseignement supérieur. Un accent tout particulier doit être mis sur les jeunes filles pour s'assurer qu'elles poursuivent leurs études à l'université. Mais nous devons aussi voir quels sont les stéréotypes, quelles sont les normes sexistes en place et nous assurer que les femmes et les jeunes filles aient un accès sûr et dans le cyberespace. En s'attaquant à ces disparités dès le plus jeune âge et en investissant dans les compétences numériques par le biais de l'éducation, des quartiers, les régions ont l'occasion de faire progresser la participation des groupes défavorisés dans les technologies de l'information et de la communication et de poursuivre une voie professionnelle dans l'économie numérique. Merci. Merci beaucoup Agnieszka pour cette intervention et d'avoir partagé avec nous ces idées qui peuvent amener à assurer un accès au numérique aux femmes et aux jeunes filles en Afrique. Grant, je crois que vous avez aussi quelques contributions en ce qui concerne l'inclusion des femmes et des groupes défavorisés dans les compétences numériques et l'entrepreneuriat. Oui, merci beaucoup de m'avoir invité. Je vais commencer avec une chose. Nous prenons très au sérieux le fait d'autonomiser les femmes et les filles en leur permettant de participer à des initiatives technologiques. Et il s'agit de garantir leurs droits humains fondamentaux dans l'éducation. C'est la première chose que j'aimerais mentionner. Mais nous voyons qu'il y a encore beaucoup de discrimination de genre, de barrières, comme nous l'avons déjà entendu dans les dires de mes prédécesseurs. Et cela se produit de différentes manières. Par exemple, lorsque les parents prennent des décisions pour l'éducation de leurs enfants, dans la plupart des cas, on voit que si vous êtes une fille ou une jeune fille, vous pouvez aller dans certains secteurs et si vous êtes un garçon, à ce moment-là, vous pouvez aller dans le secteur des technologies. C'est encore des stéréotypes qui existent aujourd'hui et nous voyons qu'il y a encore aujourd'hui ce stéréotype de ce que peut faire un garçon et de ce que peut faire une fille. Et si les enseignants sont formés et que
il y ait suffisamment de politiques d'éducation et des budgets adéquats, à ce moment-là, on arrive peut-être à changer les choses. Parce que l'implication du genre est documentée aujourd'hui, et ce depuis de nombreuses décennies et dans de nombreux pays. Et nous savons qu'en moyenne, les hommes sont sous-représentés dans les domaines de l'éducation et du social, tandis que les femmes sont sous-représentées dans le domaine des sciences, de la technologie et autres. En 2017, si je peux rappeler quelques statistiques, seulement 30% des étudiantes de l'enseignement supérieur mondial étaient dans les secteurs technologiques et 35% ont opté pour les sciences naturelles, les mathématiques et les statistiques, et seuls 8% de ces 30% d'étudiantes ont choisi l'ingénierie, la fabrication et la construction. 3% se sont orientés vers les technologies de l'information et de la communication. Et nous savons que c'est absolument essentiel pour les emplois futurs, mais seulement 3% des étudiantes, des 30% d'étudiantes qui ont atteint l'enseignement supérieur. Donc nous proposons de développer des politiques d'éducation sensibles au genre et qui soient transformatrices. Cela veut dire créer une égalité entre les étudiants. Nous devons nous attaquer aux barrières culturelles de genre, aux préjugés dans l'éducation, pas seulement dans le matériel d'apprentissage scolaire, mais aussi dans les méthodes d'enseignement. La participation des hommes et des femmes au travail scolaire doit inclure des actions positives pour promouvoir et dynamiser la participation des jeunes filles et des femmes, surtout dans les groupes marginalisés. Nous devons aussi mettre en place des mesures pour les entreprises afin qu'elles embauchent des femmes dans le domaine des technologies. Et enfin, nous devons renforcer les systèmes d'enseignement universitaire public pour stimuler l'accès des femmes et des jeunes filles aux carrières scientifiques et technologiques. Merci Grant pour ces remarques si intéressantes. En fait, oui, il faut briser ces stéréotypes, montrer le potentiel des femmes et des jeunes filles et de les pousser à s'impliquer plus dans les secteurs des TIC, se former aux compétences numériques et développer cette sensibilité au genre dans l'éducation. Professeur Hank Gerhard-Zoll, j'aimerais savoir votre point de vue maintenant en matière d'innovation sur le continent africain et les approches et les stratégies concrètes qui devraient être mises en place pour relever les défis. Merci Asma de m'avoir passé la parole. Il est vraiment très impressionnant d'écouter toutes ces histoires, ces retours d'expérience. Et j'aimerais ajouter quelques éléments. J'ai été actif en Afrique australe depuis 1985. J'ai participé à l'éducation de milliers et milliers d'étudiantes, de personnes qui ont suivi des études supérieures. Et j'ai eu la possibilité aussi de suivre le travail de nombreux étudiants en Afrique, la majorité étant des femmes. Vous m'avez posé la question de l'innovation. Ce que veut dire innovation, si nous prenons la situation dans laquelle nous nous trouvons aujourd'hui, il y a beaucoup de problèmes sur la sécurité alimentaire en Afrique. Et l'un de mes doctorants, il y a quelques années, s'est concentré sur la sécurité alimentaire et a combiné les connaissances indigènes avec les dernières connaissances en intelligence artificielle et d'autres éléments techniques. Et c'était quelqu'un qui a souhaité savoir comment amener l'innovation dans le secteur de la sécurité alimentaire. Il a créé une plateforme que les travailleurs sociaux pouvaient utiliser lorsqu'ils se rendaient dans les zones rurales et combinant
par conséquent les dernières connaissances en matière de production alimentaire avec le savoir indigène. Donc une approche très intéressante qui est aujourd'hui aussi déployée en Inde. Et c'est quelqu'un qui a décidé de relever le défi. Et ça, c'est vraiment de l'innovation. Et c'est innovant et c'est conçu dans un but noble. Et ce que nous voyons aujourd'hui, lorsqu'on travaille sur un dispositif numérique, bien sûr, c'est important d'avoir cet apprentissage, mais il ne faut pas oublier ce qui compte le plus. Quelles sont les choses importantes à traiter? Beaucoup d'étudiants en doctorat en Afrique, des personnes avec qui je travaille, se concentrent sur des questions réelles, importantes. L'une jeune fille a décidé de se concentrer sur la santé pendant la maternité. Donc, comment réduire le nombre de décès en couche, donc des femmes qui n'arrivaient pas à atteindre à temps la maternité ou l'hôpital. Elle a développé une sorte de plateforme qui propose différents types de services et des groupes qui pouvaient être accessibles dans tout le pays. Et ça, c'était très intéressant. Et on a la même chose avec des services d'information agricole, des plateformes de développement qui peuvent être consultées par des agriculteurs justement pour la gestion de l'eau, la planification en cas de catastrophe. Ça s'est utilisé en Ouganda. Il en va de même pour la gestion des bassins versants. Donc encore une fois, ce n'est pas une innovation en soi, mais c'est d'être engagé, d'essayer de se concentrer sur les vraies questions, les questions qui comptent. Et cela signifie que, bien sûr, nous devons mettre en place des formations sur le big data, l'intelligence artificielle, la blockchain, etc. Mais ce n'est pas tout. Le but est d'avoir 4 principes, 4 piliers. Il faut se concentrer sur les gens. Ce n'est pas nécessairement quelque chose qui doit être global, mais plutôt personnalisé. Et c'est quelque chose qui doit être développé aussi de manière participative dans le monde. Mon plaidoyer serait de concentrer tous nos efforts aujourd'hui sur ces 4 piliers pour éduquer en faveur de l'innovation. Les gens, étant donné que c'est eux qui sont essentiels, et pas seulement les ingénieurs logiciels, ou etc. Il faut aussi développer des programmes où les gens pourraient s'engager, où des procédures pourraient être développées, mais se concentrer aussi sur les doctorants locaux qui s'engagent en faveur de leur population. Et en dernier lieu, la persévérance. Et il faut que développer toutes ces activités vous apporte aussi du plaisir. Et encore une fois, il faut se concentrer sur les choses qui comptent vraiment en gardant ces 4 piliers en tête pour avoir des équipes d'étudiants qui s'engagent en faveur de la transformation numérique. Il faut être innovant et il faut prendre à bras le corps cette tâche. Merci, professeur Hank. Et n'oublions pas de nous concentrer sur les questions qui comptent le plus pour notre continent, pour qu'il évolue. Je vais repasser la parole à Michael. Qu'est-ce que peuvent faire les gouvernements et les preneurs de décisions politiques pour soutenir le travail des académies de technologie? Merci. C'est effectivement très intéressant de comprendre ce qui est fait chez nous. Dans un premier temps, il faut que les gouvernements comprennent que nous sommes des partenaires dans le processus de mise à l'échelle, mais aussi dans la création d'emplois. La politique peut venir une fois que cette reconnaissance s'est déjà déroulée. Deuxième chose, la collaboration entre les institutions
académiques traditionnelles et les académies technologiques, et cette prise de conscience que nous avons besoin les uns des autres. Nous sommes la suite du processus qu'il démarre lorsque certains étudiants saisissent certaines opportunités. Si on prend l'exemple d'usines qui embauchent des gens qui n'ont pas de diplôme, et je peux vous dire aujourd'hui que nous avons environ 35% de jeunes filles qui n'auraient pas pu travailler dans l'espace technologie et qui aujourd'hui le peuvent parce que nous leur avons donné la chance. Donc ces initiatives répondent à des choses qui se passent au niveau mondial. Et cela signifie que les gouvernements doivent avoir un esprit ouvert et doivent tenir compte du fait que nous ne sommes pas des universitaires traditionnels, mais nous contribuons, et dans ce sens-là, nous sommes des partenaires dans le développement du capital humain. Et enfin, Asma, ce que nous avons pu apprendre de Refactory au cours des dernières années, c'est qu'il y a énormément de personnes qui sont prêtes à tenter l'aventure. Mais les institutions académiques ont tendance à se concentrer sur des capacités académiques, moins que l'apprentissage et éventuellement se relever après un échec. Il faut commencer à repenser l'objectif de l'éducation. Est-ce qu'il s'agit seulement d'enseigner des capacités académiques qui confirment que vous êtes intelligent, que vous ne l'êtes pas? Il faut vraiment réfléchir et penser aux résultats auxquels nous voulons arriver. Donc ça aussi, c'est très important. Nous avons déjà discuté avec l'université Macquarie, qui est une des universités principales, et une autre université, la Clark International University. Donc ça, c'est très important pour nous. Il faut voir aussi quel est le rôle qu'on peut jouer dans l'écosystème des technologies. Et enfin, il est important d'un point de vue de politique de savoir quelle est la finalité finalement, parce que nos gouvernements parlent des jeunes, de l'emploi, est-ce qu'il sera possible pour les diplômés de trouver un emploi, mais ils ne sont pas vraiment réceptifs à des initiatives comme les nôtres qui ne sont pas conformes au système traditionnel d'enseignement. Si je vais voir le ministère de l'Éducation pour faire enregistrer mon programme, eh bien, je ne serai pas sûre de l'obtenir parce que mon approche n'est pas alignée avec l'enseignement traditionnel ou l'éducation traditionnelle. Et cette possibilité d'écouter, d'apprendre, peut nous donner l'opportunité de concevoir des politiques qui conviennent plus à ce que nous cherchons, qui soient positives plutôt que restrictives. Mais je vais m'en arrêter là pour l'instant. Merci beaucoup pour cette contribution, Michael. J'enchaîne avec une petite question pour Asma. Quels sont les impacts réels que vous avez constatés suite au déploiement des Orange Digital Center en Afrique et Moyen-Orient? Et que pensez-vous qu'il faille faire pour adresser encore plus de bénéficiaires? Merci Asma pour cette question. Les impacts réels sont des KPI qui ont été réalisés à travers les ODC opérationnels. À savoir, nous avons formé 110 000 jeunes, nous avons accompagné 280 startups, on a à peu près entre 40 et 50% de femmes bénéficiaires dans les ODC. Et 80% des jeunes ayant bénéficié de formations longues ont pu trouver un emploi ou créer leur start-up. Ou finalement, à la fin des formations, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on fait des journées de speed recruiting où on appelle tous nos partenaires à venir recruter les personnes qui ont été formées au niveau des ODC. Donc, généralement, toutes les personnes qui ont été formées et qui cherchent un emploi sont recrutées de suite. Et il y a d'autres jeunes qui préfèrent ouvrir leur propre start-up. Et là, ils passent par un autre programme qui est l'incubation, ensuite l'accélération des start-up. Toucher plus de bénéficiaires, oui, il faut, et il y en a beaucoup. Sur tous les territoires africains, cette demande est très, très importante. Et donc, plus on est nombreux, plus on a des partenaires solides, plus on pourra toucher des bénéficiaires. Et c'est l'appel que j'ai fait tout à l'heure.
Aujourd'hui, on a la GIZ, on a Amazon, on a Google avec nous, mais on a toujours aussi besoin d'autres partenaires, que ce soit des partenaires technologiques, que ce soit des bailleurs de fonds, pour pouvoir toucher le plus de jeunes possible, surtout dans les régions. Et plus on touchera des jeunes dans les régions, moins il y aura de délinquance dans ces pays, plus de sécurité. Donc franchement, plus on formera, plus on aura un avenir meilleur dans ces pays. Et je pense que c'est la volonté des gouvernements, des partenaires, des bailleurs de fonds et c'est franchement très important de mettre toutes nos forces ensemble pour pouvoir former le plus de jeunes, les accompagner pour trouver un emploi, créer un écosystème de start-up dans les pays. Et avec ça, je pense qu'on pourra gagner la bataille de l'inclusion numérique et de l'emploi dans les pays là où nous sommes. Moi, je parle des pays, bien sûr, où Orange est présent, donc les 18 pays en Afrique et Moyen-Orient, plus 7 pays en Europe, plus la France. Je pense que c'est très important de mettre toutes les forces ensemble pour pouvoir atteindre nos objectifs. Merci. Merci Asma. Ces KPI montrent bien l'étendue du programme et vraiment son ancrage dans la zone Afrique et Moyen-Orient. Merci pour tous ces éléments. Alors, une toute dernière question pour Agnieszka avant de passer aux questions du public, mais je crois que nos panélistes répondent déjà à vos questions dans la messagerie. Agnieszka, comment l'Afrique et l'Europe pourraient-elles renforcer leur coopération et soutenir les efforts visant à développer les talents des entrepreneurs numériques? Merci. Et j'aimerais, avant de répondre à la question, répondre à ce que disait Michael tout à l'heure dans la reconnaissance et la portabilité des voies d'apprentissage flexibles, alternatives pour les compétences numériques. C'est absolument essentiel et j'aimerais souligner une récente proposition de la Commission sur une approche européenne harmonisée des micro-certifications. C'est un projet pour l'Union européenne, mais peut-être que si l'Afrique souhaite l'utiliser, ça peut être une source d'inspiration. Cette approche soutiendra la reconnaissance, l'accessibilité et la portabilité du parcours d'apprentissage et la formation aux compétences numériques qui sont déjà existantes. Donc, nous verrons peut-être à l'avenir comment cela peut être inscrit dans une future collaboration. Et pour répondre directement à votre question, Asma, vous avez peut-être entendu parler de la stratégie Global Gateway. Il s'agit d'une stratégie européenne visant à stimuler des liaisons intelligentes, propres, sécurisées dans le monde entier, dans les secteurs de l'énergie, des transports, de la santé, de l'éducation, de la recherche, et ce, dans le monde entier. La première grande initiative de cette stratégie, c'était le paquet d'investissement Afrique-Union européenne qui a été approuvé par les dirigeants lors du sommet Union africaine-Union européenne en février dernier. L'investissement dans l'éducation numérique, y compris dans les compétences numériques, a occupé une place très importante dans ce paquet d'investissement et j'aimerais mentionner à présent quelques actions pour lesquelles nous nous sommes engagés collectivement. Tout d'abord, la dimension internationale du programme Erasmus+, qui a été renforcée avec 570 millions d'euros pour soutenir la coopération Afrique-Europe dans l'enseignement supérieur et la formation professionnelle. Le programme Erasmus+ en Afrique subsaharienne soutiendra des échanges entre les établissements d'enseignement supérieur et les prestataires de services de formation professionnelle d'Afrique subsaharienne et des États membres de l'Union européenne pour permettre à l'enseignement supérieur, aux institutions de formation, à améliorer l'alignement de l'apprentissage avec les besoins du marché pour soutenir les universités qui sont engagées dans des processus complexes d'innovation.
des compétences numériques et entrepreneuriales et l'engagement des établissements d'enseignement supérieur avec le secteur privé aura la priorité. Et comme l'ont déjà mentionné d'autres panélistes, nous avons pleinement reconnu l'importance de la transition de l'éducation et de la formation vers le monde de l'emploi en soutenant l'apprentissage basé sur le travail et la formation. À ce titre, nous offrons des bourses de mobilité aux étudiants pour qu'ils puissent profiter de différentes chances sur tout le continent par le biais d'actions de mobilité intra-africaine. Nous travaillons également sur une initiative régionale pour les enseignants et nous voulons améliorer la formation aux compétences numériques. Grant ou Michael a mentionné le rôle des enseignants un petit peu plus tôt. Cela améliorera la capacité des enseignants à soutenir la culture numérique et à renforcer les compétences des apprenants dans l'enseignement primaire et secondaire. Sur un autre plan, l'initiative African European Digital Innovation Bridge, qui est financée par l'Union européenne, propose un réseau de centres d'innovation numérique africains et européens pour développer un écosystème commun d'innovation numérique africain et européen pour créer des clusters. Et dans certains pays, nous soutenons des partenaires pour améliorer l'efficacité des systèmes de formation professionnelle afin qu'ils soient davantage axés sur la demande et répondent aux besoins et aux nouvelles opportunités sur le marché du travail. Nous voulons faciliter la transition vers le monde du travail. Pour vous donner des exemples concrets de notre travail, nous soutenons l'alphabétisation numérique et les compétences numériques au Sénégal, en Ouganda. Nous travaillons sur des formations au Kenya, au Mozambique et au Gabon. Merci. Merci beaucoup Agnieszka pour cette contribution et pour avoir évoqué aussi les actions, les initiatives qui sont déjà mises en place et qui le seront pour soutenir le talent croissant de la jeunesse africaine. On a le temps peut-être pour une toute dernière question à Grant. Grant, quelle est votre opinion sur le rôle des systèmes éducatifs en ce qui concerne les innovations commerciales, les startups, l'entrepreneuriat numérique? Merci beaucoup Asma. Je pense que dans un premier temps, il faut examiner l'objectif de l'éducation. Pour moi, il s'agit de construire un socle de connaissances qui rendent la vie plus juste pour pouvoir vivre en paix, en justice, en égalité, mais cela inclut aussi les dimensions économiques, sociales, culturelles. Pour ceux qui travaillent justement pour gagner leur vie, eh bien, il faut avoir des connaissances, il faut avoir des compétences, mais aussi un sens aigu de la justice et de l'équité. La meilleure contribution que l'éducation puisse apporter à l'entrepreneuriat numérique, c'est justement de construire une base de valeurs d'égalité et de justice. Et cela n'est possible que dans le contexte de la démocratie et en étant un fervent défenseur des droits de l'homme. Merci. Merci beaucoup pour cette contribution, Grant. Nous arrivons maintenant à la fin de notre panel et avant de conclure, j'aimerais demander à nos panélistes une petite contribution d'1 minute. Quels sont les points à retenir? Asma. Pour moi, je le dis et je le redis, l'importance, c'est de donner des formations dans le numérique, que ce soit au niveau de l'informatique pure ou dans tous les outils de numérique, y compris le marketing digital, les réseaux sociaux. Je pense que nos pays vont se développer à travers le numérique. Et donc, sans formation, sans accompagnement, sans élever les compétences dans ces domaines-là, on aura ce problème de chômage constant dans les pays africains. Et donc, ce qui est très important, c'est que l'Union africaine, l'Union européenne, la GIZ, tous
toutes ces organisations qui ont un poids énorme dans le développement des pays africains et ce partenariat public-privé surtout est très important pour faire avancer les choses, pour faire avancer le développement des compétences en Afrique et surtout donner un avenir meilleur à ces jeunes, leur donner la possibilité d'avoir un emploi digne et surtout un emploi à forte valeur ajoutée. Je voulais renouveler mes remerciements au D4D Hub pour m'avoir proposé de présenter les Orange Digital Center sous la thématique de l'innovation et de l'entrepreneuriat numérique. Comme vous l'avez pu le noter, notre objectif est d'aider les jeunes et en particulier les femmes et les filles à acquérir les compétences dont ils ont besoin pour trouver un emploi à haute valeur ajoutée dans le secteur numérique et encourager l'esprit d'entreprise. Nous croyons fermement que pour ce faire, il est important de s'appuyer sur des partenariats publics-privés solides qui permettront d'adresser la jeunesse africaine sur tout le territoire. Plus de 110 000 personnes ont été déjà formées gratuitement, tout ce dont nous avons besoin pour voir émerger demain davantage de contenu digital africain développé par des champions africains du numérique. Merci beaucoup. Merci Asma. Michael, vous avez la parole. Merci beaucoup. Je pense que mes principales conclusions sont la nécessité d'une collaboration. Il faut que les partenaires africains discutent les uns avec les autres. Il faut que ces initiatives convergent en une plateforme panafricaine. Pourquoi? Parce que nous parlons des mêmes défis. Nous voulons lutter contre le chômage. Nous voulons que le numérique présente une opportunité. Et j'en parlais à mes amis, vous savez, pour exporter un logiciel, vous n'avez pas besoin de licence, vous n'avez pas besoin d'un camion, vous n'avez pas besoin de fret, vous avez juste besoin d'une bonne connexion et vous pouvez faire ce travail-là dans n'importe quelle partie du monde, pour n'importe quelle partie du monde. Donc c'est ça qui est important pour nous aujourd'hui, c'est très important que nous fassions part de l'économie numérique. Donc la collaboration, c'est le point clé. Créons des synergies, travaillons ensemble, plus nous irons dans ce sens-là, meilleurs seront les programmes qu'on pourra mettre sur pied et meilleur sera le cadre standardisé dans lequel nous travaillerons. Il faut aussi soutenir le monde universitaire pour qu'il réalise que nous ne sommes pas quelque chose de concurrent, nous sommes là aussi pour co-créer, pour relever le défi de l'emploi et ça c'est ce que nous vous souhaitons faire. Merci beaucoup. Merci Michael. Agnieszka, merci. Je pense que nous étions tous très complémentaires dans nos présentations, que nous nous sommes fait écho les uns des autres. Et j'ai vraiment beaucoup apprécié cette conversation et merci d'avoir réussi à réunir un tel groupe d'experts pour la discussion. Et je ne peux que réitérer ce qui a déjà été dit. Tout d'abord, l'importance d'une approche multisectorielle de collaboration entre les parties prenantes, les institutions d'enseignement, les prestataires de formation, les éducateurs du secteur privé, pour qu'ils collaborent sur les questions que nous venons de soulever. Et en deuxième lieu, d'un point de vue un petit peu plus général, les compétences numériques ne sont pas uniquement des compétences purement techniques, mais plutôt quelque chose qui englobe les soft skills, la possibilité de créer une pensée critique, la résolution de problèmes, la communication, et nous permettre de préparer les jeunes pour l'économie du 21e siècle, mais aussi pour être un bon citoyen du 21e siècle. C'est des défis communs que nous avons en Europe et en Afrique. J'aimerais conclure sur ces paroles et encore une fois un grand merci de m'avoir invité à participer à ce panel. Merci Agnieszka. Professeur Hank, vous avez la parole. Bon, alors il n'y a plus beaucoup à ajouter. Vous avez soulevé tous les bons points. Nous avons différents thèmes qui nous préoccupent aujourd'hui, la sécurité alimentaire, les questions climatiques,
mais j'espère que les secteurs privés, publics, les universités, les organisations et l'industrie réussiront à travailler ensemble, coopérer, communiquer, parce que tout cela est lié et il faut s'engager en faveur de la transformation numérique. Et il est nécessaire d'utiliser toutes les équipes auxquelles on peut avoir recours. J'ai travaillé avec une étudiante, elle travaillait avec les personnes qui étaient à l'université, mais aussi avec les personnes du village, des locaux, pour arriver à des belles solutions numériques qui contribuent vraiment à changer la santé, dans ce cas-là, du continent. C'était un grand plaisir d'être parmi vous. Merci, professeur Hank. Et nous allons terminer avec Grant. Oui, merci. Merci de nous avoir invités. Nous venons de la société civile et il est important que nous puissions aussi siéger à cette table de discussion. La chose la plus importante pour nous, c'est aussi la collaboration, de pouvoir travailler ensemble. Et c'est quelque chose qui est ressorti très clairement de tous les experts. Si nous voulons faire des progrès, tout démarre par l'éducation. Il faut que nous nous assurions que nous créions un accès pour les femmes, pour les groupes marginalisés, pour qu'ils aient accès à l'éducation. Et le plus important, c'est de nous assurer qu'il existe aussi des financements adéquats pour ces écoles afin que nous puissions disposer d'un accès à l'éducation. C'est la chose la plus essentielle, c'est l'accès et la question du financement. Nous devons nous assurer qu'il y a suffisamment de ressources, des ressources adéquates. C'est absolument essentiel, sinon il est très difficile de parler de questions techniques si nous n'arrivons pas à couvrir les choses les plus basiques. C'était vraiment un grand plaisir d'être parmi vous et merci beaucoup pour ce panel. Merci, merci Grant. Et voilà, et j'aimerais remercier à présent le Hub D4D d'avoir accueilli et organisé cet événement. Et bien sûr, un grand merci à nos chers panélistes pour la qualité de cet échange et toutes les précieuses recommandations et idées partagées aujourd'hui. Et j'aimerais remercier aussi notre public. Merci pour votre participation, pour vos questions. J'espère que nous avons réussi à la plupart d'entre elles. Et je vous remercie tous. J'espère que nous aurons la possibilité de nous revoir dans un forum multipartite. Merci. Thank you. Thank you. Bye bye.